Bonjour, mon projet porte sur les implications du brunissement des eaux de surface nordiques pour la qualité microbienne de l'eau potable. Le contexte nordique est particulier pour l'approvisionnement en eau potable, notamment en raison de la présence du pergélisol. Cette couche de sol, qui demeure gelée en permanence, empêche la distribution d'eau potable par conduite souterraine. Ainsi, la grande majorité des communautés nordiques s'approvisionnent en eau potable dans les eaux de surface, soit les lacs et les rivières. Depuis, une pratique courante dans les communautés nordiques est de consommer directement l'eau non traitée des lacs, rivières, ruisseaux, de la neige et de la glace. Cette pratique découle de la préférence du goût et de pureté de l'eau naturelle par rapport à l'eau chlorée entreposée dans les réservoirs. L'eau est pompée de la source d'approvisionnement à une station de traitement où elle est chlorée, puis distribuée par camion-citerne aux maisons où elle est entreposée dans des réservoirs. Le brunissement, processus où une augmentation de matière organique dissoute dans les eaux de surface engendre un changement de couleur de l'eau, est causé entre autres par l'intensification du régime hydrologique, le dégel du pergélisol et les changements de productivité terrestre. Un transfert accru de micro-organismes du sol vers les écosystèmes aquatiques peut résulter de ces changements climatiques qui modifient la connectivité entre le sol et les écosystèmes aquatiques. Avec l'approfondissement de la couche active du sol, des micro-organismes du pergélisol qui y sont stockés depuis des milliers d'années et qui pourraient inclure des microbes pathogènes risquent d'être relargués dans les écosystèmes aquatiques dans la prochaine décennie. Le brunissement et le réchauffement des eaux de surface peuvent causer des changements majeurs dans le fonctionnement des écosystèmes aquatiques qui pourraient favoriser certains micro-organismes comme les cyanobactéries, avec une colonne d'eau plus stablement stratifiée, une saison chaude plus longue et une hausse de nutriments, dont certaines espèces peuvent produire des toxines. Il pourrait également stimuler la croissance bactérienne dans les réservoirs. Collectivement, ces changements présentent des risques pour la qualité microbienne de l'eau potable dans les communautés nordiques. L'objectif de mon projet est d'évaluer les implications du brunissement pour la qualité de l'eau potable en étudiant la composition microbienne le long du système d'approvisionnement des communautés nordiques, soit de la source au robinet, et dans les sources alternatives utilisées par les communautés. Le projet vise aussi à étudier expérimentalement l'effet spécifique du brunissement sur les communautés bactériennes lors d'une expérience où une augmentation en matière organique dissoute est appliquée sur l'eau provenant d'une source municipale. Les échantillons ont été collectés à la source, à la station de traitement, dans le camion de distribution, au robinet des maisons et au robinet public, dans les 8 communautés nordiques figurant sur la carte entre 2019 et 2021. Le travail collaboratif avec les communautés nordiques nous a permis d'obtenir des échantillons d'eau malgré la pandémie et à différents moments de l'année pour certaines d'entre elles. L'abondance bactérienne a été mesurée par cytométrie en flux et la composition bactérienne par séquençage de l'ARN CSS. Les changements de diversité bactérienne au sein des systèmes d'approvisionnement d'eau potable ont été analysés et la composition bactérienne a été analysée en fonction du type d'eau, de sa variabilité spatiale et temporelle, ainsi que de sa corrélation avec les variables environnementales. La relation avec la matière organique dissoute sera évaluée lorsque les données seront disponibles. Finalement, la chimie de l'eau, pH, métaux, nutriments et niveau de chlore a également été analysée. L'expérience de brunissement a été réalisée sur l'eau de source de Cambridge Bay. Une augmentation de la couleur de l'eau a été générée en ajoutant différents volumes de l'étivia de couche active ou de pergélisol. Les traitements sont une augmentation spontanée de 33% de la couleur au jour 0, une augmentation graduelle de 33% chaque 7 jours et une augmentation spontanée de 100% avec ou sans transfert de microbes du sol au jour 0. L'eau a été incubée à 15 degrés Celsius pendant 28 jours et les communautés sont comparées entre le temps 0 et le temps 28. Voici les résultats d'abondance bactérienne. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des cas où une réduction importante de l'abondance bactérienne se produit entre la source et le robinet. D'autres cas où une augmentation se produit dans les réservoirs des maisons. Et finalement, des cas où aucun changement notable le long du système d'approvisionnement n'est observé. De façon générale, la diversité bactérienne alpha décrite par l'indice Simpson est supérieure dans l'eau brute et inférieure dans les eaux traitées, ce qui peut être observé dans la figure A qui montre la distribution de la diversité Simpson selon le type d'eau, l'eau brute en bleu et l'eau traitée en rouge. L'indice Simpson calcule la diversité en fonction du nombre d'espèces et de leur abondance relative dans l'échantillon. Le graphique B montre la dispersion des échantillons en relation avec leurs espèces pour les deux types d'eau, celle-ci étant plus grande pour les eaux naturelles. En effet, les tests statistiques ont montré que la diversité alpha et la dispersion étaient significativement différentes entre les eaux naturelles et traitées. Les analyses statistiques permanentes ont montré l'effet du type d'eau traitée ou naturelle sur la composition des communautés bactériennes, bien que l'homogénéité de distribution des échantillons soit significativement différente.
Le traitement de l'eau modifierait donc la composition microbienne de l'eau. Des analyses statistiques permanentes ont aussi été réalisées pour tester la variabilité temporelle des communautés bactériennes en utilisant un sous-échantillon de données pour les communautés Candixodia et Nixmatalic, où l'échantillonnage a été réalisé dans la même saison en 2019 et 2021. Celles-ci ont révélé un effet significatif de l'année d'échantillonnage sur la composition des communautés bactériennes au sein de chacune de ces communautés. En effet, on peut observer dans la figure le regroupement des points qui représentent les communautés bactériennes en fonction de l'année représentée par la couleur. L'effet du mois d'échantillonnage a aussi été testé au sein des communautés pour lesquelles l'échantillonnage a été réalisé pour plusieurs mois en 2021, à nous la fréquence d'échantillonnage était plus élevée. Les résultats indiquent un effet significatif du mois d'échantillonnage pour les communautés Mixmatalic et Candixodia. On peut observer dans les figures le regroupement des communautés bactériennes en fonction du mois représenté par la couleur. Cette variabilité temporelle pourrait provenir des changements des conditions environnementales dans les sources d'eau. Étant donné la variabilité des communautés bactériennes entre les années, la variabilité spatiale a été testée pour les échantillons de 2019, qui est la plus complète en termes de nombre de communautés testées. Les analyses Termanova indiquent un effet significatif de la communauté nordique, représentée par la couleur, et de la région, soit le Nunavut, le Nunavik ou les territoires du Nord-Ouest. La variabilité spatiale pourrait être expliquée par les conditions environnementales propres aux régions, incluant notamment la composition de la matière organique dissoute. Nous pourrons en savoir plus sur ce point lorsque nous analyserons les données de diversité avec celles de matière organique dissoute. En effet, pour ce qui est de l'influence des variables environnementales pour les eaux naturelles échantillonnées en 2019, on observe une corrélation significative des communautés bactériennes avec les concentrations de matière organique dissoute colorée, de carbone organique dissous, de phosphore total et d'azote total. Voici un exemple de composition bactérienne de l'eau au niveau phylogénétique du genre au sein du système d'approvisionnement d'eau pour la communauté de Cambridge Bay. L'importance relative des genres les plus abondantes de la source diminue dans les eaux de robinet, alors que d'autres genres prennent de l'importance. On observe une différence de composition bactérienne au niveau du genre entre les robinets, bien que certains genres qui sont particuliers à la composition d'eau traitée soient partagés. Ceci pourrait être favorisé par les conditions créées dans le système d'eau potable, comme la persistance de matière organique et de nutriments, ainsi que par leur capacité de former des biofilms dans les réservoirs des maisons, ou encore par leur résistance à la chloration. En ce qui concerne les résultats de l'expérience de brunissement, on observe un effet significatif de l'ajout de lixiviat de pergélisol sur les communautés bactériennes et un effet différent selon le niveau de brunissement. Par contre, il n'y a pas d'effet significatif du transfert de bactéries en même temps que l'ajout de matière organique dissoute de pergélisol sur les communautés bactériennes de la source. Ainsi, l'effet du brunissement de pergélisol sur les communautés bactériennes semblerait plutôt venir des apports de matière organique que du transfert de microbes. D'autre part, l'ajout de matière organique dissoute provenant d'un lixiviat de la couche active ne génère pas de changement significatif dans les assemblages bactériens. Les changements dans la qualité microbiologique de l'eau de cette source d'approvisionnement semblent donc surtout générés par une augmentation des apports de matière organique du pergélisol. Ces changements surviennent en milieu naturel lorsque la couche active s'approfondit avec la hausse des températures ou lorsque le pergélisol s'érode dans les systèmes thermokarstiques. En conclusion, nos principales observations sont que la composition microbienne change entre la source et le robinet, avec des genres bactériens typiques des eaux traitées. Nous avons observé des variations saisonnières et interannuelles des communautés bactériennes, et aussi une variation spatiale, c'est-à-dire entre les villages. Nous avons également observé que les communautés bactériennes au robinet ne répondaient pas toujours à un patron de diminution de l'abondance depuis la source, et qu'une recroissance microbienne pouvait survenir dans le système d'approvisionnement en eau potable. La distinction entre les assemblages bactériens entre les différentes communautés semble refléter les différences environnementales propres à chaque région et où le carbone organique dissous apparaît comme une variable importante. Les résultats de l'expérience de brunissement confirment l'effet de la matière organique dissoute sur la composition des communautés bactériennes et soulignent l'importance des apports provenant du pergélisol, qui se dégradent et relâchent sans doute des molécules particulièrement biolabiles. Je termine en remerciant les communautés participantes, particulièrement Tim Soucy, Daniel Jackson et les Imbeaux, qui ont aidé à coordonner l'échantillonnage dans le Nord, nos partenaires Environnement et Changement climatique Canada et Arctic Connection, IMR, l'Université de Montréal et Trois-Rivières, Emmanuel Rodriguez, impliqué dans les analyses, et finalement les financeurs du projet, Fonds Nouvelles Frontières en recherche et le CRSNG.